Aujourd'hui, en fait, on va parler de la combinaison de Docker et des microservices qui permettent en fait de raccourcir les délais entre l'idée et la concrétisation en production, tout en minimisant les risques liés à chaque mise en production. Je me présente. Je suis Ahmed Abida, je suis senior développeur, j'ai 7 ans d'expérience et je suis spécialisé dans les technologies Java, Spring Boot, Spring Cloud et AWS. Donc, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, notre meet-up, il sera composé de 3 parties essentielles. La première partie étant Docker. C'est quoi Docker? C'est quoi un outil de containerisation? On va finir par une petite démonstration de Docker. On va essayer en fait de créer une image Docker. On va voir tout à l'heure ce que c'est une image Docker. On va l'exécuter. On va créer from scratch une image Docker et on va voir comment on va pouvoir l'exécuter. Une deuxième partie, donc on va parler de l'architecture en microservices. Ses avantages, qu'est-ce qu'elle permet à faire pour les entreprises. Et au final, à la fin, on va voir comment tirer le maximum des microservices grâce à Docker. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui travaillent déjà avec Docker? Ah, cool. D'accord, très bien. Ce sera l'occasion pour tous les autres de le découvrir. Donc, avant d'introduire Docker, en fait, je voulais vous présenter une problématique que vous avez déjà certainement vécue auparavant. Imaginez, en fait, vous êtes en train de développer une application. Vous êtes en train de la migrer d'une version Java vers une autre, d'une version Python vers une autre, ou Node.js, ou autre. Ce n'est pas le langage ou les librairies qui comptent. Donc en fait, vous, en tant que développeur ou votre équipe de développement, vous développez la solution vers la plateforme cible et vous contactez votre DevOps, votre interlocuteur en production pour mettre à jour les librairies sous-jacentes dans vos machines de production. Donc en fait, votre équipe de développement, elle va générer un artefact qui va contenir seulement l'application. Elle ne va pas du tout contenir les dépendances. Et du coup, le DevOps, il va devoir non seulement gérer la migration en temps et en heure vers la nouvelle plateforme, vers la nouvelle version, mais en plus, il va gérer aussi le retour arrière, le cas d'un retour arrière, si ça va arriver. Donc, le problème de base, c'est quoi ? C'est que l'artefact qui a été généré ne contient que l'application. Il dépend énormément de la plateforme sur laquelle cette application elle va être déployée. C'est pour cela en fait que Docker il vient à notre rescousse. Et on peut lire sur le site docker.com. Donc, Docker est un outil qui peut empaqueter une application et ses dépendances dans un conteneur isolé qui pourra être exécuté sur n'importe quel serveur. Donc en fait, l'artefact, le package que vous allez créer grâce à Docker, il va pouvoir être exécuté quel que soit l'environnement sur lequel vous allez le déployer, que ce soit sur la plateforme d'intégration, de qualification, de production, ou n'importe, c'est toujours la même chose. Donc, pour le cas de l'exemple de tout à l'heure, donc admettons notre application Java, en fait, elle dépend d'une version donnée de Java. Elle dépend d'une version donnée d'un serveur d'application et peut-être de librairies qui sont directement déployées au niveau du système d'exploitation.
Eh ben, Docker, ce qu'il permet de faire, justement, c'est d'empaqueter l'application et toutes ses dépendances directement au niveau d'un package. Et ça, en fait, c'est très important parce qu'en fait, la même image, elle sera vraiment utilisée partout. Docker, l'entreprise Docker, elle commercialise son produit sur 2 licences différentes. Donc, il y a Docker Enterprise qui contient plusieurs outils qui sont out of the box, qui sont prêts à l'emploi. Mais il y a aussi Docker Community. Docker Community qui permet de gérer essentiellement les images Docker. Donc de créer des images, de les instancier, etc. Et cette version Community, qu'on va en parler ce soir, qui sort sous la licence Apache 2. Donc en fait c'est un produit open source, Docker Community. Cet outil, il est de plus en plus utilisé dans les entreprises et on peut voir en fait sur le site officiel de Docker, par exemple la Société Générale, Spotify ou PayPal l'utilisent. C'est des grosses entreprises. Pour les prérequis, si vous voulez en fait mettre en place Docker dans votre entreprise, il n'y a pas forcément des gros prérequis à faire. Donc, il n'y a que la possibilité de virtualisation au niveau du système d'exploitation cible sur lequel vous installez cet outil qui le faut. Donc, il est installable sur Linux, sur macOS, sur Windows. La virtualisation se fait par défaut à partir de la version 8, mais c'est possible aussi d'installer Docker sur la version 7, mais en faisant quelques petites modifications. Et c'est pas forcément le plus simple d'installer Docker sur Windows 7. Au niveau des technologies en fait, qui sont les plus utilisées qui sont dockerisés et qui sont les plus utilisés, nous retrouvons bien évidemment en fait les serveurs d'application qui sont les plus utilisés. On a un GINX, je pense que vous ne voyez pas de loin, un GINX, ou Redis ou Postgre. C'est les outils en fait qui sont les plus utilisés pour Docker. Donc Docker en fait, il permet de virtualiser il permet d'empaqueter une application et de virtualiser en fait le système d'exploitation pour que l'application en fait elle fonctionne d'une manière isolée. Ce même fonctionnement, il existe déjà dans les machines virtuelles. Ce n'est pas une nouvelle technologie. Par contre, dans le cas d'une machine virtuelle, chaque machine virtuelle, elle a besoin d'un OS hôte et d'un OS guest. C'est l'OS visiteur. Et dans chaque OS, dans chaque système d'exploitation visiteur, il faut en fait donc, dans chaque système d'exploitation hôte, le guest plutôt, il faudrait en fait virtualiser les ressources physiques et le matériel en fait de la machine. Donc en fait, au démarrage de la machine virtuelle, il faudrait donner une quantité de ressources physiques, de RAM et de disques pour votre machine virtuelle, quelle que soit l'utilisation de ces ressources. Admettons, en fait, dans notre exemple, que la machine virtuelle numéro 1, elle est sous-utilisée. Elle a été démarrée avec une grosse RAM. Mais par contre, en fait, l'appli 2, elle a été démarrée
avec une petite RAM et elle en a besoin. Ben, la seule solution pour remédier à ça, c'est d'éteindre ces machines virtuelles et de les redémarrer avec une nouvelle configuration. Dans le cas des conteneurs Docker, en fait, c'est Docker, c'est le Docker Engine qui va gérer l'isolation entre les différentes applications et il va gérer le partage des ressources entre les différents conteneurs sans que ces conteneurs, en fait, ils aient besoin au démarrage de donner des prérequis physiques. Donc, c'est pour cela en fait qu'on voit ici qu'il y a une grande couche qui est le guest OS qui n'existe pas dans les technologies conteneurs, à savoir Docker. Et ce qui permet en fait aux conteneurs de démarrer assez rapidement. Donc en fait, c'est en l'espace de quelques secondes, vous avez déjà un conteneur qui est démarré, à l'encontre d'une machine virtuelle qui prend peut-être plusieurs minutes pour démarrer et qui a ses limitations. Donc les avantages de Docker, c'est la légèreté et la performance. Donc dans quelques secondes, après quelques secondes, on peut avoir des conteneurs qui sont beaucoup plus qui sont déjà démarrés. Et en fait, en faisant les tests, on s'est rendu compte qu'on peut, sur les mêmes machines, faire marcher le double, voire le triple des machines de conteneurs par rapport aux machines virtuelles. Donc en fait, c'est un gain de performance énorme sur les mêmes machines physiques qu'on avait avant. Donc, en fait, on a la possibilité de virtualiser beaucoup plus de services sur les mêmes machines. Et en fait, ça nous permet de mettre à jour le système d'exploitation hôte et le système d'exploitation plutôt mettre à jour le système d'exploitation et les applications indépendamment. Donc en fait, chose qu'on n'avait pas du tout sur les machines virtuelles classiques. Donc il y a l'isolation des applications qui est redondante par rapport, c'est la même chose en fait par rapport au VM. Donc même si il n'y a pas un guest OS qui est installé sur un hyperviseur, mais le Docker Engine, il nous assure que chaque conteneur ne peut pas du tout accéder aux données d'un autre conteneur. C'est quelque chose de très important en fait que le Docker Engine il fait. Cette isolation, en fait, elle nous permet d'avoir quelque chose de très important. C'est qu'on n'a plus ce qu'on dit, ça marche sur ma machine, mais ça marche pas ailleurs. Donc en fait, il y a beaucoup nos mises en production, ils sont beaucoup plus sereins. Donc en fait, on est beaucoup plus serein au niveau de nos mises en production. Parce que simplement, en fait, l'image, c'est la même image qui a été testée sur les différents environnements qui sera déployée en production. Donc en fait, on élimine énormément de soucis qui sont liés à l'environnement. C'est quelque chose de très important parce que simplement, tout l'environnement est déjà embarqué dans l'image que nous allons déployer sur l'environnement. Donc en fait, le cycle, comment créer une image Docker. Donc en fait, une image Docker est créée à partir d'un fichier de configuration. Donc en fait, que le développeur il crée. Cette image est ensuite en fait buildée, construite, et ça va nous sortir en fait un fichier exécutable qui pourra ensuite exécuter et créer en fait instancier en plusieurs conteneurs.
Donc il faut voir une image Docker en template, comme si c'était un template en fait qui n'est pas un vrai programme qui tourne, mais c'est plutôt un template qui sera ensuite instancié autant qu'on veut en fait sur les environnements. Donc et l'exécution, elle se fait avec une commande, et on va voir tout à l'heure en fait un exemple de création d'une image et un exemple d'exécution d'un conteneur. Une fois une image Docker créée, en fait, elle est poussée vers un référentiel d'image. C'est la même chose qu'on a aujourd'hui en fait avec les référentiels d'application sur lesquels on pousse nos artefacts après le développement. Mais cette fois-ci, ce référentiel, il va contenir et l'application et toutes ses dépendances. Donc il y a des référentiels qui sont publics, qui sont accessibles en fait à tout le monde sur Internet. Le plus connu, c'est le hub de Docker, hub.docker.com, qui est accessible sur le site hub.docker.com, et sur lequel vous pouvez trouver tous les outils, par exemple les bases de données, PostgreSQL, MySQL, les serveurs d'application, etc. Donc tout ce qui est créé par la communauté, il est poussé sur ce hub public. Ensuite, vous pouvez bien évidemment avoir votre référentiel d'image Docker directement dans votre entreprise. Donc un référentiel privé à votre entreprise. Donc c'est la même image en fait qui est poussée par les outils de CI, de l'intégration continue. Merci. Donc tous les outils d'intégration continue qui sont poussés, c'est la même image en fait qui sera utilisée ensuite pour le déploiement sur n'importe quel environnement. Donc on va faire une petite démo maintenant. Donc on va créer une application qui permet de lister certains produits. Donc en fait, c'est un référentiel, pas un référentiel, mais une application qui permet de récupérer une liste de produits qu'on a, un catalogue, voilà. Un catalogue de produits. Donc on va se baser sur une petite base de données MySQL, donc qui sera déployée sur un Docker, et on va exposer donc en fait le port par défaut de MySQL, le 3306. Donc la base de données, nous allons aussi utiliser une application, créer une application Product API qui va accéder à cette base de données. Donc on va créer en fait notre image, et ce Product API, on pourra voir cette liste de produits grâce à un simple browser. Demo time. Pardon. Donc en fait, il y aura trois étapes pour notre démo. Donc en fait, je vais exécuter ces commandes. Bien évidemment, en fait, sur ma machine, j'ai déjà installé l'outil Docker. Et donc en fait, je vais exécuter cette commande qui va prendre quand même quelques secondes, et je vais vous expliquer après cette commande, ce qu'elle fait.
Donc, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est que on a utilisé le Docker Run. Donc, l'instanciation, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'instanciation d'une image Docker. Cette image, elle s'appelle MySQL. Donc, en fait, on a récupéré ce nom en fait du hub.docker.com. On a donné un nom au conteneur qu'on va instancier avec une variable d'environnement. En fait, si on regarde sur le README, donc sur le repo directement en fait sur hub.docker.com, on va voir que MySQL il a besoin de cette variable d'environnement. Et en fait, nous allons mapper le port interne qui est exposé en fait par l'application MySQL vers le port 3306 qui sera accessible directement en fait au niveau de notre machine physique. Donc à gauche, c'est la machine physique en fait. Donc ici en fait, on a fait -v. -v, c'est de pouvoir mapper un répertoire donné de la machine physique vers la machine Docker. Et ici, simplement, en fait, on a donné une liste de fichiers SQL qui vont être exécutés au démarrage de MySQL. Donc, ce fichier-là, il n'y a qu'un seul fichier en fait qui contient data.sql, donc qui va permettre en fait de créer le schéma, de créer la table et d'insérer quelques données qu'on pourra tout à l'heure en fait voir directement au niveau du navigateur. On va regarder, est-ce que bam, donc bam bam bam. Voilà, normalement, donc en fait, voilà, il est là, bim, 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 3306, donc notre base de données MySQL a déjà démarré. Maintenant, la deuxième étape, ça serait en fait de voir, CTRL-L, hop, il est où ? Donc en fait, nous avons une application que j'ai déjà développée en fait qui contient quelques fichiers. Donc hop, Sublime. Donc c'est une petite application en fait qui aura besoin en fait de quelques variables d'environnement. On va le voir en fait, on va le passer en fait pour créer notre image. Et ce qui est le plus important, c'est le fichier Dockerfile. Donc c'est ce fichier en fait qui va pouvoir créer notre image Docker. Donc notre image Docker, elle va permettre l'exécution d'un programme Java sur Java 8. Donc c'est pour cela en fait qu'on va se baser sur le OpenJDK version 8. On va en fait le plus important, c'est qu'en fait on va définir un workdir. C'est le dossier dans lequel en fait notre container il va démarrer. Des variables d'environnement en fait, à savoir la base de données, où est-ce qu'elle est, c'est quoi le nom du schéma, l'user avec lequel on pourrait accéder à la base de données et le password. Donc nous allons créer, une fois que cette image elle sera créée, sur n'importe quel environnement en production, sur votre machine locale, etc. Il suffira ensuite en fait de passer les bonnes valeurs au niveau des variables d'environnement et votre application en fait elle va fonctionner de la même façon. Donc on va copier en fait le fichier jar qui a été généré lors du build de votre projet.
Et en fait, on va dire à Java d'exécuter en fait ce fichier avec un Java-jar et on va exposer le 8080. Le port par défaut de Tomcat de notre appli du coup. Donc, ici en fait nous allons builder du coup notre image. Là, ça passait très vite parce que j'ai déjà en fait passé plusieurs étapes auparavant. Et donc en fait, maintenant, si on regarde en fait Docker Images, c'est une commande qui permet en fait de voir la liste des images que nous avons en fait au niveau du cache. Donc on va trouver le product démo qu'on vient de créer avec le 001 snapshot, ce qu'on a passé tout à l'heure. Je le rappelle, c'est 001 snapshot. Donc on va maintenant en fait exécuter, le conteneur une fois que notre image elle est créée. Et ce qu'on va faire, je ne sais pas si vous voyez, CTRL SHIFT plus, hop. Donc en fait, on va donner un nom à notre container qu'on va créer. On va créer un link, on va créer un lien entre le conteneur de notre appli et le conteneur de la base de données qu'on a instancié tout à l'heure grâce à --link. Et on va passer en fait le database host, le hot en fait, la variable d'environnement dont l'application elle a besoin. Donc on va se baser sur l'image qu'on vient de créer. Je le rappelle en fait, ce qu'on est en train de faire ici, il est valable aussi en fait dans votre pipeline Jenkins ou sur votre CI/CD. C'est vraiment pareil. Donc en fait, c'est juste maintenant comme démo. Je suis en train de le faire manuellement, mais bien évidemment en fait, on peut l'automatiser et on peut le faire directement à chaque push. Quand vous pushez directement sur votre Git, en fait, on peut faire tout ça. Donc là, c'est une petite application en fait Spring. Hop, qui vient de démarrer. Et donc en fait, on pourrait voir si... Donc en fait, notre application, elle nous répond. Et en fait, nous avons sur /product la liste des produits en fait que nous avons en base de données. Voilà, et tout ça en fait directement sur des machines Docker. Donc, maintenant, on va entamer la deuxième partie. Là, en fait, on va parler plus de l'architecture en microservices, ce que c'est quoi ses avantages, c'est quoi les problématiques rencontrées en fait lorsqu'on met en place une architecture en microservices. Donc, avant tout ça, en fait, il y a une problématique. Si cette architecture elle existe, c'est qu'il y a une problématique derrière. Imaginons en fait vous êtes en train de développer votre boutique en ligne. Votre boutique en ligne en fait en mode monolithique, elle est créée de plusieurs modules.
admettons un module de paiement, un module d'inscription et d'authentification, un module qui permet de voir la liste des produits, etc. Donc dès que vous allez changer une ligne au niveau du code d'un seul module, vous allez devoir en fait déployer toute l'application sur toutes les machines virtuelles en fait, ou bien toutes les machines sur lesquelles vous avez déployé l'application. En fait, toute l'application monolithique, elle est packagée dans un seul package. Et celui-ci, en fait, il va être ensuite déployé sur vos différentes machines virtuelles ou vos différentes machines. Donc, en fait, dès que vous changez quelque chose, vous devez, en fait... dès que vous changez quelque chose, vous devez non seulement tester toute l'application, mais en plus, en fait, vous devez livrer toute l'application qui peut être... C'est quelque chose qui peut être assez lourd et assez difficile de gérer. Une autre problématique, c'est que, admettons, là, bientôt le Black Friday, et du coup, en fait, vous avez un grand nombre d'utilisateurs qui vont utiliser le module de visualisation des produits, mais pas forcément d'inscription. Vous n'allez pas pouvoir en fait, dimensionner vos machines sur le besoin de chaque module. C'est problématique et du coup en fait ça crée un grand coût. Vous êtes obligé en fait de dupliquer la même application, toute l'application, l'intégralité de l'application sur vos différents machines virtuelles. Donc ce qui est un coût énorme. Donc en fait l'architecture en microservices, elle permet de faire quoi? C'est justement en fait de découper votre application monolithique en différents services. Donc, pour le même exemple, en fait, admettons, votre application, elle sera découpée en Store API, la liste des Order API, le paiement, l'authentification, etc. Et tous ces API, en fait, ils pourront être accessibles grâce soit à un reverse proxy, soit à un gateway, un API gateway ou autre. Et il y aura en fait une possibilité, si vous avez un grand nombre d'utilisateurs qui va utiliser en fait Orders API, vous allez devoir simplement dupliquer cette application et non pas l'intégralité de l'application sur vos machines. Ça marche pas ? Donc, bien évidemment, en fait, toutes ces applications, ils vont pouvoir communiquer ensemble grâce à des API qui sont bien définies au début. Et en fait, ce qui permet en fait l'utilisation de l'architecture en microservices, elle permet d'isoler les capacités métiers en fait de chaque application dans un microservice. Donc en fait, chaque développeur ou chaque équipe, en fait, elle va pouvoir se concentrer sur une fonctionnalité, ce qui pourra être en fait assez efficace, assez rapide en fait pour mettre en place. L'architecture en microservices, en fait, aussi, elle permet de créer un couplage faible entre les différents composants de votre application. Donc en fait, pour notre exemple, il suffit, pour notre exemple de tout à l'heure, il suffit en fait de définir les interfaces API entre les différents microservices et en fait le tour est joué.
Donc en fait, c'est un couplage faible qui permet d'accélérer justement en fait les déploiements, d'accélérer aller plus vite en fait pour les mises en production. Les microservices, ça nous permet en fait d'avoir des technologies qui peuvent être hétérogènes. Donc en fait, pour notre exemple de tout à l'heure, le module de paiement, il peut être développé avec une technologie qui est différente du modèle d'authentification, par exemple, ou d'inscription. C'est quelque chose en fait ça nous permet d'avoir une grande panoplie en fait de technologies au niveau de nos entreprises et de ne pas être collé à une seule technologie. Au niveau du continuous delivery, justement, en fait, vu que les applications ils sont plus petites, donc en fait, on peut aller plus vite pour déployer nos applications en fait. Contrairement à une application monolithique. Une application monolithique sur une application monolithique, s'il y a un problème sur un des modules, toute l'application ne fonctionne pas. À la différence de l'architecture en microservices, s'il y a un microservice qui ne fonctionne pas correctement, admettons le microservice d'inscription ne fonctionne pas correctement, ça n'engendre pas que les utilisateurs, ça n'engendre pas des erreurs au niveau du microservice de paiement. Les gens, ils vont pouvoir quand même en fait aller et payer leurs commandes. Chose qu'on n'avait pas du tout avant sur les applications monolithiques. En application monolithique, on se focalise directement sur le projet tout en entier. Alors qu'en fait, en microservice, on se concentre sur un produit, sur un service, et non pas un projet. Donc en fait, le couplage faible en microservice, il permet justement en fait, d'aller plus vite et en fait, de se spécialiser au niveau du produit. Sauf qu'en fait, les microservices, ils ont des problématiques. Justement, en fait, c'est pas toujours la vie en rose. Ces problématiques, en fait, qu'il faut résoudre. Et ils ne sont pas des moindres. Donc, sur une application monolithique, si vous voulez accéder au log, en fait, vous n'avez qu'à aller directement sur les machines, en SSH ou autre. Et vous accédez directement au log de tous les modules, directement dans le même endroit. Chose qu'on n'a pas du tout en fait en microservice. Vu que chaque application elle est déployée dans un endroit, ça se trouve en fait une application elle est déployée sur le cloud, l'autre elle est en in-house, l'autre sur Heroku ou AWS ou autre. Donc en fait la problématique de centralisation des logs, il faut y penser. Il y a déjà en fait des outils qui nous permettent en fait de résoudre ces problématiques, à savoir la stack Elasticsearch, Logstash et Kibana, mais aussi en fait des outils tels que Jagger qui permet Graylog aussi, ok. Donc merci. Donc en fait qui permet en fait de résoudre cette problématique. Il y a aussi en fait la centralisation de la configuration, vu qu'en fait nos microservices ils vont être multipliés n fois. En fait il faut que toutes ces instances ils accèdent à la même configuration. Donc il y a des outils, il y a Spring Cloud ou encore en fait Netflix Zul et Netflix Eureka. C'est des projets Netflix qui ont été créés et ensuite en fait mis à disposition pour la communauté pour les utiliser. Donc mais le plus dur en fait en microservices, c'est d'assurer l'intégrité des données. C'est vraiment le point le plus important au niveau des microservices. Donc en fait,
pour notre exemple de tout à l'heure. Donc en fait, un utilisateur, lorsqu'il va acheter un produit donné, sur une application monolithique, lorsqu'il arrive sur le paiement, si le paiement ne fonctionne pas correctement, en fait, les produits ils sont libérés et un autre utilisateur il pourra les utiliser. Sur une machine, vu qu'en fait la transaction elle est ouverte au début. Et on va faire des appels directement en fait à la base de données. Si le paiement ne fonctionne pas, il suffit de faire un rollback. En microservice, c'est pas du tout pareil. Vu qu'en fait, la transaction, elle est gérée sur plusieurs applications différentes. Donc en fait, il faut gérer par soi-même l'intégrité des données. Il y a déjà en fait des patterns qui existent, mais encore faut-il les appliquer. À savoir Saga par exemple, que lui en fait il introduit une notion que pour chaque transaction il faut un rollback. Pour chaque T il y a un R, ce qu'on appelle. Ce qui n'est pas forcément évident. En fait, on arrive maintenant à la troisième et dernière partie pour faire le lien entre les microservices et Docker. Et pourquoi en fait Docker il est intéressant, son utilisation elle est très intéressante et il va permettre en fait de déployer assez rapidement et d'une manière assez efficace les microservices. Donc pour le même exemple de tout à l'heure, on peut très bien en fait déployer toute notre application sur des machines virtuelles. Le problème, on revient au même problème, c'est que pour scaler notre application, il faut en fait créer des machines virtuelles qui seront pas forcément utilisées à 100%. Donc en fait, ce qui est assez coûteux. En utilisant Docker, en fait, Docker, il y a des outils qui nous permettent en fait d'orchestrer d'une manière automatique la création des conteneurs, la création d'instances. Donc en fait, on peut donner par exemple Kubernetes et Swarm. Bon, le plus utilisé, c'est vraiment Kubernetes. Kubernetes, par exemple, en fait, on peut dire à Kubernetes si on peut lui donner des conditions. Si les conteneurs, en fait, ils sont utilisés à tel pourcent, on crée un nouveau conteneur, une nouvelle instance sur notre cluster. Et on peut gérer plein de cas comme ça. Et on peut dire, en fait, quand la charge, elle baisse sur des conteneurs, on peut éteindre des conteneurs, etc. Donc, et tout ça, en fait, d'une manière automatique. Ça accélère énormément les choses. Pourquoi Docker pour les microservices? Donc, en fait, Docker, il apporte la légèreté. Ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, ça apporte la légèreté d'instanciation. Une image Docker, un conteneur Docker, il est disponible assez rapidement, dans quelques secondes. On a des outils pour scaler, pour scaler et pour avoir des montées en charge en fait assez rapides. Et il y a aussi en fait une grosse communauté qui est autour de Docker. Qui existe aujourd'hui. Une petite session de questions-réponses, peut-être pour vous. Ça vous va? Ok. Donc en fait, je voudrais vous poser quelques questions par rapport à cette présentation. Donc des questions par rapport à Docker. Un conteneur Docker est une instance d'une image avec des paramètres spécifiques. Oui, exactement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en fait.
Super. Effectivement, en fait, on peut instancier des conteneurs en passant des paramètres différents à chaque fois. On ne peut pas créer plusieurs instances d'une même image Docker sur la même machine. Non, effectivement. On peut créer plusieurs instances. On ne peut pas taper sur les mêmes ports, bien évidemment. Bien évidemment, exactement. Exactement. Mais on peut créer plusieurs conteneurs de la même image sur le même poste, sur la même machine. Tout à l'heure, tu as mappé le port MySQL, le 33, 06, ouais. 3306 sur le 3306. Ouais. Est-ce que par défaut, en fait, il n'y a pas un mapping qui est fait justement? Pas du tout, pas du tout. En fait, pas du tout. Par défaut, en fait, les conteneurs Docker, ils sont isolés de la vie extérieure, de la machine physique. Donc en fait, il faut vraiment spécifier en fait à la main ce que les conteneurs Docker, ils en ont accès. Un conteneur a accès total aux fichiers de la machine hôte. Non, il n'a pas accès. À moins qu'en fait on lui donne un accès, sinon par défaut en fait il n'a pas accès, il ne connaît pas du tout la machine physique en conteneur. Pour les questions des microservices, le couplage entre microservices est fort? Non, justement en fait, c'est justement en fait le point le plus important en fait des microservices. Un microservice englobe plusieurs scopes métiers. Non, justement en fait un microservice il est focalisé sur un scope business qui est bien donné, bien spécifique et en fait il va l'implémenter. Le coût pour scaler une application en microservice est supérieur au coût engendré par une application monolithique. Normalement, non, exactement. Qu'en fait, nous devions normalement avoir une configuration bien faite pour justement en fait pour ne pas avoir ça. Sinon, des suggestions de lecture, il y a un bouquin qui est vraiment génial de Chris Richardson qui s'appelle Microservice Pattern. Justement, en fait, il va parler entre autres du pattern Saga. Vous pouvez aussi en fait voir une super bonne vidéo en fait qu'il a donné à InfoQ sur YouTube. Donc il va parler en fait des sagas. C'est quelque chose en fait de très intéressant et de très important. Je me suis basé aussi en fait en faisant cette présentation sur une étude de cas qu'a fait INRIA il y a quelque temps. Je me suis basé aussi sur des articles de InfoQ et de plusieurs blogs. Et voilà. Merci. Vous avez des questions ? C'est pas une question, mais plutôt une demande de plus de détails sur Saga. Je pense en fait Saga, ça sera pour un prochain meet-up. C'est vraiment, je suis tout à fait d'accord en fait. C'est quelque chose en fait de vraiment passionnant. Les sagas, c'est un des patterns en fait qui permettent justement en fait de gérer les transactions en fait entre microservices. Mais en fait en deux mots, vraiment en deux mots en fait, en saga. Pour chaque transaction qui est faite dans un microservice, il faut s'assurer en fait que cette transaction elle pourra être rollbackée ensuite dans le même microservice. Donc en fait, par exemple, pour un microservice qui va gérer la liste des produits et le nombre qu'on a de ce produit, en fait, non seulement
il doit diminuer le stock en fait de ces produits lorsque un utilisateur il achète. Donc il y a cette transaction, mais en plus il doit assurer ce microservice, il doit assurer le rollback de la création, de la diminution de ce nombre de produits dans le stock. Si par exemple le paiement n'est pas bien effectué ou quelque chose. Donc en fait, en gros, c'est ça. Mais il y a énormément en fait de détails qu'on pourrait peut-être en fait en discuter prochainement. En fait, ma question elle est plutôt sur le pôle du développement. En fait, je voulais savoir si pour les frameworks, est-ce que, par exemple, pour une entreprise qui a son produit, elle est développée sur un framework Y2I ou en PHP ou Spring en Java ou quelconque, est-ce que c'est plus facile de faire la transition vers le Docker si on a un framework? Est-ce que ces frameworks évoluent aussi? Ou bien s'ils ont tout développé dès le début, est-ce que ça leur aurait été plus facile de faire cette migration? Donc, je veux dire, en gros, est-ce que les frameworks ou bien les entreprises qui ont adopté à l'ancien des frameworks, est-ce que ça sera plus facile pour eux de faire cette transition vers Docker? Donc, en fait, l'application, en fait, tant qu'elle est déployable sur une machine virtuelle ou sur n'importe quelle machine, elle est déployable en fait sur Docker. Donc en fait, Docker, en fait, la réponse, c'est oui. C'est possible en fait pour cette entreprise qu'elle a déjà développé son framework pour gérer son application, d'aller vers Docker. En fait, je pose la question, comment on assure le bon fonctionnement de l'application lors d'un AMEP avec les Docker, avec les conteneurs. C'est-à-dire, sur les sites là qu'on travaille, sur des serveurs natifs, parfois on est obligé de mettre le site en maintenance, par exemple, pour faire un AMEP. Mais pour Docker, est-ce qu'on crée d'autres images et switcher après sur les nouvelles images, ou comment on fait pour assurer la continuité de fonctionnement de l'application? Donc en fait, oui, c'est possible en fait de créer en fait ces pages en fait pour dire que le site est en maintenance. Mais ce que je veux dire en fait, avoir moins de problèmes lors des mises en production. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'aurez plus en fait les soucis qui sont liés à l'environnement. Donc en fait, vous avez vraiment la même image, la même configuration que vous avez testée en intégration, en qualification, etc., en pré-production, qui sera déployée en production. Par contre, pour votre cas, en fait, si vous avez en fait besoin de couper le service pendant quelque temps pour déployer la nouvelle image et donc en fait pour exécuter les nouveaux conteneurs, vous aurez en fait besoin de ce laps de temps en fait pour basculer. Mais c'est beaucoup plus rapide. 1, 2. En fait, vous êtes sûr. Normalement, en fait, vous utilisez la même configuration, strictement la même configuration en production que sur les autres environnements, que ça devrait fonctionner. Donc, vous n'aurez pas au moins les problèmes liés à l'environnement. Après, l'avantage, je pense, c'est que quand vous n'utilisez pas Docker, c'est que quand vous voulez déployer une nouvelle version, vous êtes obligé de désinstaller la précédente et d'installer la nouvelle. Alors que là, avec Docker, en fait, vous pouvez garder la version précédente, dockeriser la nouvelle, et puis switcher en fait peut-être plus rapidement de l'une à l'autre. Exactement. Donc en fait, votre HA proxy ou votre API gateway ou votre reverse proxy, en fait, il va basculer en fait assez rapidement vers ces nouveaux conteneurs. Ouais. Ça va prendre un petit laps de temps, mais certainement en fait beaucoup moins que l'ancienne version. On peut faire 2 load balancers, il y en a un qui va aller vers la version 1 et l'autre qui va vers la version 2. Donc là, ça peut corriger les versions des images.
Et par rapport au pattern Saga, attention, c'est un pattern qui est assez dangereux, même pour les applications de retail. Même Amazon a sorti une sheet là-dessus, disant que attention à Saga, vaut mieux aller vers l'event sourcing ou faire du CQRS que faire du Saga, parce que on connaît tous les web logiques et les transactions globales, les XA transactions, et on sait tous que c'est très dangereux. Et Saga, il reprend le même principe. Donc attention avec ces transactions-là, et le rollback, il peut être assez douloureux, surtout sur des applications qui sont critiques et dangereuses. Du coup, il vaut mieux aller sur quelque chose d'événements, avec un bus d'événements simple, où on injecte juste des événements pour faire rollbacker, plus que faire du Saga. Certainement, en fait, il n'y a pas une solution miracle en fait pour gérer les transactions en microservices. En fait, l'idée, c'est justement en fait de connaître les patterns existants et de créer sa propre façon de faire. Après, en fait, j'ai donné l'exemple de Saga, mais en fait, en lisant le bouquin de M. Richardson, en fait, on peut apprendre beaucoup en fait sur cette partie. Ouais. Bonsoir. J'ai vu dans le fichier de build en fait qu'il y a des variables d'environnement. Est-ce que lors du changement des variables d'environnement, on doit rebuilder chaque fois ou bien il y a une autre manière de faire sans interruption de service? Et la deuxième question, c'est sur est-ce qu'il y a des outils spécifiques pour la détection de problèmes de perf ou de mémoire pour les applications qui sont exécutées par les conteneurs avec Docker? Voilà. Donc en fait, c'est au niveau de l'application en elle-même. Ce n'est pas en fait forcément... Voilà. C'est en fait, pour répondre à votre deuxième question, en fait, c'est la fuite mémoire, elle est au niveau de l'application, elle n'est pas au niveau de conteneur. Donc en fait, il faut continuer en fait à investiguer en utilisant les outils en fait qui sont dédiés à l'application. Après, en fait, des outils comme Kubernetes, ils vont permettre de peut-être d'augmenter le nombre de conteneurs qui sont exécutés en simultané, mais ça ne résout pas du tout en fait votre problème de l'application. Donc ça résout pas. Donc en fait on doit pas du tout. En fait c'est la même image. Il suffit juste en fait de l'exécuter d'exécuter l'image avec des nouveaux variables d'environnement. Vos nouvelles variables d'environnement. Et ça va. Exactement. En fait, c'est sur le fichier Dockerfile, le fichier de configuration de création d'une image. En fait, on définit des variables, les valeurs par défaut qu'on peut en fait surcharger ensuite lors de l'exécution en fait de la création d'un container. Là, en fait, on a parlé des variables d'environnement. C'est pas la même chose en fait. Effectivement, en fait, il y a la possibilité, mais ça va dépendre en fait de la façon avec laquelle l'application elle en a besoin. Tout à l'heure, en fait, c'était des variables d'environnement, mais effectivement, si c'était des properties, en fait, on aurait pu utiliser Spring Config en fait, Consul pour changer sur le runtime, donc en fait la configuration. Ouais. J'ai une petite question, je ne sais pas si c'est déjà posé. En fait, c'est par rapport à une problématique. Imagine que tout à l'heure, vous avez parlé de escaler, par exemple, de répliquer en fait tes conteneurs. Et moi, j'ai une architecture microservice avec un load balancer devant. Et derrière, j'ai 1 million ou... Bon, je ne vais pas exagérer. J'ai une centaine de conteneurs qui se tournent. Et en tant que développeur, on a modifié notre catalogue de produits. Par exemple, on a augmenté le prix d'un article et on veut livrer le plus rapidement possible ce microservice-là. Donc, mon problème, c'est... Ouais, il est hardcodé, ouais. Imagine. Bon, ou bien la description, ou... Voilà, en fait, c'est-à-dire au niveau de ma classe, en fait, il y a une propriété qui a été modifiée.
Ouais, bah, j'ai modifié soit le prix ou la description ou le nom du produit, je sais pas. Ouais. Ouais, en fait, non, c'est juste pour savoir comment, par exemple, si j'ai N conteneurs qui tournent et j'ai une mise à jour à faire, comment je peux gérer cette problématique-là pour que... Ouais. Ouais. Ouais, je sais pas en fait. Est-ce qu'il y a une solution qui te permet de faire ça? Est-ce qu'il faut arrêter les conteneurs ou comment ça se passe? Ça va dépendre du besoin en fait. Est-ce que c'est possible en fait d'avoir les deux versions de l'application en fait en même temps, qui tournent en même temps ou pas? Donc en fait, si c'est possible en fait que vos applications ils tournent en même temps, vos deux versions tournent en même temps, bah, en fait vous changez le reverse proxy ou le load balancer et c'est bon. Sinon en fait il faudra donc déployer la nouvelle application et configurer le load balancer pour qu'il pointe vers vos nouveaux conteneurs. Merci Ahmed, je vois que le sujet passionne. Bravo, en tout cas, on a rarement eu autant de questions-réponses. Et je vois que, écoutez, tout le monde semble intéressé. Par contre, il y a une population très très masculine. La prochaine fois, ça sera un meet-up de pilates. Mais en attendant, voilà, le buffet est ouvert et profitez bien. Et ça sera l'occasion de discuter entre nous. Merci à tous, bonne soirée. Merci Ahmed.